En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 3 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Nous sommes enfin entrés dans la région nord de l'île, après de nombreuses épreuves. On a eu une très mauvaise nouvelle. On a dû congédier Eric. Le renvoi d'un bouvier, puis la mort d'un zébu ont ralenti notre marche et entamé notre morale. Et nos débuts difficiles sur la Nationale 5 ne sont pas très encourageants. Nous profitons de la promesse tenue par un ami pour prendre le large vers l'île de Sainte-Marie, car nous rêvons de voir les baleines de près. Nous revoilà à Sainte-Marie. C'est sur cette île paradisiaque que nous avions débuté l'aventure Madatrek il y a 3 ans déjà. Nous retrouvons avec bonheur la crique, un lodge tenu par notre amie Sven Blondel. C'est un havre de paix, où nous étions venus nous acclimater avant de partir de Tana. C'est comme un retour aux sources, un pèlerinage. En une traversée, nous passons de la survie en terrain difficile au confort, au calme et à la volupté. Un petit air de vacances plane et nous retrouvons avec bonheur nos habitudes d'il y a 3 ans. Les plongées sur le récif pour contempler les merveilleux poissons multicolores. Le zircon est un minéral du groupe des silicates. Certains auraient été formés il y a plus de 4,3 milliards d'années. Ulysse retrouve l'école de la crique et les baignades avec la cascade sacrée d'Ifutach sont toujours aussi magiques. Cette fois, Sainte-Marie nous fait même cadeau d'une éclipse de soleil. Alors là, on a un beau croissant solaire. La lune est vraiment en train d'empiéter sur le soleil. Ça vous inspire quoi, les enfants? Le sourire du chat dans Alice au Pays des Merveilles. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Cette semaine de pause nous ressource et nous en profitons pour visiter l'île riche en sites naturels et en lieux chargés d'histoire, notamment la première église catholique du pays. C'est très émouvant parce que c'est de cette église qu'est parti mon arrière-grand-oncle, Monseigneur de Solage, avec une bulle papale pour devenir le premier évêque de Madagascar, puisqu'il est parti de Sainte-Marie. Découverte par les Portugais en 1503, l'île devient un grand repère de pirates au XVIIIe siècle. Ils y établissent des villages fortifiés, se marient avec les femmes des tribus locales et créent une véritable communauté seule contre tous. Mais ces pirates troublent bientôt le commerce de l'île de Bourbon et de l'île de France, anciennement Réunion et Maurice. Ils se feront finalement chasser de Sainte-Marie, où la France installe le grand comptoir de la Compagnie des Indes orientales, dont les ruines témoignent aujourd'hui de l'ambition. Alors là devant, c'est la maison de la reine Betty, qui s'appelait Betty ici. Alors les bateaux, en fait, ils pouvaient entrer et se mettaient derrière l'île, qui s'appelle l'île au Forban, qui est juste là. Et il y a un bateau qui s'appelle la Sérapis, qui est coulé juste devant, qui est à 30 mètres de fond, où encore on peut voir tous les canons et tout. Wow. Mais c'est magique de voir cette épave-là. On va essayer d'aller plonger dessus, parce que c'est un bateau historique, c'est le premier bateau de la Navy américaine. Et c'est ici qu'il a coulé. La légende du Sérapis ne s'est pas écrite ici, mais en mer du Nord, en 1779, lors d'une bataille épique qui opposa ce bâtiment anglais à un navire français commandé par l'Américain John Paul Jones. Henri Bellon, qui a participé à la découverte de l'épave, nous emmène la découvrir. Dans une eau trouble qui protège l'épave des pillards, la légende et l'histoire se mélangent. 2 ans avant de couler ici, le Sérapis, navire amiral de la flotte anglaise, est attaqué par le Bonhomme Richard, un bâtiment prêté par Louis XVI à John Paul Jones, héros de la guerre d'indépendance américaine.
Très vite, le Serapis prend le dessus. « Rendez-vous, vous coulez !» lança le capitaine anglais. « Me rendre? Mais je n'ai même pas commencé à me battre !» rétorqua Jones. Il monte alors à l'abordage et se saisit du bateau anglais avec l'énergie du désespoir. Le Serapis devient ainsi la première prise de guerre américaine dans les eaux britanniques et Jones rentre en héros aux États-Unis. La France récupéra ensuite le Serapis pour le convertir en navire de la Compagnie des Indes orientales. Quand il coula dans la rade, il était en escale vers Pondichéry. Et c'est ici, dans la cuisine, que se noua le drame. Le Bosco coupait la ration de brandy avec de l'eau quand il fit tomber sa lampe à pétrole sur le tonneau qui s'enflamma. Sans doute était-il bien éméché. Le feu se propagea jusqu'à la salle des poudres, ne laissant aucune chance au bateau qui explosa. Peut-être est-ce de ce débris de jarre que tout est parti. Espérons qu'un jour les Américains viendront fouiller cette épave si importante pour leur histoire. De retour à la crique, les baleines se rappellent à nous par une simple immersion de la tête. Elles terminent ici leur période de reproduction et sous l'eau, c'est un festival. Elles sont peut-être à 1 kilomètre, mais les eaux portent très loin leur chant mélodieux. Je me plais à imaginer ce qu'elles peuvent se dire, car tout le monde en profite. Chaud bouillant. Le chant de plusieurs couples se croise. L'invitation est trop belle. Il est temps d'aller les voir de plus près. Nous nous adressons aux spécialistes, l'association Setamada. Si vous avez des baleines adultes, vous pouvez vous approcher à 100 mètres et rester avec elles 1 heure. Setamada a pour principale mission de protéger les mammifères marins qui viennent se reproduire ici tous les hivers. Elle mène de front 4 actions. Présence aux congrès internationaux, sensibilisation auprès des populations locales, écotourisme et recherche scientifique. Elle a conçu un code de bonne conduite pour l'observation des cétacés qu'est en train de nous expliquer Anzar Saloma, la doctorante de l'équipe. Donc j'ai fini mon briefing, vous êtes prêts à partir en mer, vous connaissez un peu... Anzar fait une thèse sur la relation des baleines à bosse avec leurs baleineaux. Depuis 2 ans, c'est elle qui mène les études scientifiques conduites par l'association. Alors ce matin, je laisse ma petite famille faire une sortie baleine, parce que moi je vais accompagner l'équipe scientifique. Et donc on va voir qui va avoir le plus de chance. Quand même, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on va voir des baleines qui viennent de l'Antarctique, dans des pays froids incroyables, et nous on est sous la plage, cocotiers, sable blanc, on va voir les plus gros animaux du monde, un truc de malade. Gilet de sauvetage, c'est bon? GPS, oui. C'est bon, c'est fait. Appareil photo, oui. GoPro, oui. Drone, ok, c'est bon. Il y a des bateaux d'écotourisme qui sont passés avant, j'espère qu'ils vont nous donner des bons renseignements. Boradive Research. Oui, Research. On est 6 personnes à bord et on va direction sud-sud-ouest. Si vous avez des renseignements mer baleineau, des bateaux touristiques, on est preneur. Ils sont à 16 km d'ici. Ça c'est de l'organisation quand même. Ok, pendant le trajet on garde l'écart. Chacun regarde un quart de l'horloge. Parce que peut-être qu'on n'est pas obligé de naviguer pendant 17 km pour aller trouver la mer baleineau. J'espère qu'on pourra en se trouver avant. Sachant qu'on est quand même dans un lieu où les baleines naissent. Donc normalement, il n'y a pas qu'une seule mer baleineau qui est là. Autant ce sont des lieux de passage tout le temps, mais les naissances, on sait qu'ici c'est un lieu de naissance. Mais on a très peu d'infos là-dessus. Aujourd'hui, personne ne sait comment une baleine naît dans le monde. Il y a quand même des choses quand même à apprendre. Ça n'a jamais été tourné, l'accouchement d'une baleine. Personne ne sait comment ça se passe.
C'est un secret. Allez, on est parti. Nous avons navigué plusieurs milles sur notre bateau touristique et au bout d'1 heure, nous finissons par apercevoir un petit quelque chose. Ah, ça y est! Là, là! Un petit coucou de la main, encore un. On n'a pas bien vu. Ouais! Nous sommes venus à Sainte-Marie pour rencontrer les baleines. C'est la fin de la saison des amours et par chance, elles sont encore là et nous offrent un magnifique spectacle. Oh, elle nous a même fait un petit truc avec la queue là. Mais nous ne sommes pas les seuls privilégiés à profiter de la scène. Match nul. Nous avons tous découvert le même groupe de baleines en même temps. Et le spectacle devient de plus en plus impressionnant. Le baleineau apprend à sauter. Deuxième saut de baleine. Oh là là, magnifique. Regarde, regarde. Des dauphins s'invitent à la fête. Regarde. Alors que Sonia et les enfants les suivent, notre équipe scientifique reste auprès des baleines. Car il faut maintenant se mettre au travail. En sautant à la surface, les baleines laissent des squames de peau derrière elles. Une mine d'or pour nos scientifiques qui vont livrer des informations génétiques, comme des empreintes. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Regarde tout ce qu'elle a perdu. Et grâce à ça, Ça, on va faire ce qu'on appelle de la génétique passive. C'est-à-dire qu'elle a sauté, on dérange personne, on vient lui prélever. Là, on fait à peu près plus d'une centaine de prélèvements génétiques sur différents sites à Madagascar. On commence à avoir une signature génétique de la population malgache représentative. on sait que ça vient de la baleine qui a sauté. Oui, mais laquelle qui a sauté Pour être plus précise, Anjar utilise aussi la technique de l'arbalète, pour savoir exactement de quel individu observer et prélever l'ADN. Et pour cela, il faut approcher la baleine de très près. Mère baleineau à 100 mètres à 11 heures. Mais une mère avec son baleineau est très farouche. Il faut réussir à devancer le lieu où elle remontera à la surface et l'approcher sans l'effrayer. Un vrai jeu du chat et de la souris s'engage. Le photographe est aussi à l'affût. C'est par leur queue qu'on identifie les baleines. Trop loin. Bon, la dernière fois, il a été vu à 300 mètres devant. Trop tard. Ah, elle a disparu. Elle est facétieuse. Bon, on a perdu la baleine. Ah, là-bas. 8e tentative d'approche. Cela. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est que le début. C'est un individu tout seul. Non, c'est le baleineau. Ah oui. Ouais. Donc mère baleineau. Oh. Là, Anzar, ça c'est enfoncé de 3 cm dans le derme. C'est ça. 3 cm, donc ça prélève en même temps un bout de peau et un bout de lard. Donc le lard, ça nous permet de faire les analyses toxicologiques. Tout ce qui est métaux lourds qui sont concentrés dans la graisse, justement, ouais. Et le derme va déterminer le sexe du baleineau? Oui, le sexe, oui. Et c'est notre principal objectif. Ah bon, tu as été très réactive, hein?
Merci. Comme professionnel. Il y avait juste une fenêtre de tir. Une fenêtre de tir, oui. Et ça fait 4 heures qu'on attend ça. Oui. Toute la patience qu'il faut avoir pour la science. Science sans patience n'est que ruine N'est de l'âme. que ruine de l'âme. Est-ce qu'on ne prend pas la boussonde jaune? Oui. Parce que c'est pas sûr qu'on arrive à en poser 2. Car ce n'est pas fini. L'équipe tente maintenant de poser des balises acoustiques avec une perche. La manœuvre est très complexe. Il faut approcher au plus près des cétacés pour pouvoir coller les ventouses. Mais pas trop près pour ne pas les blesser avec l'hélice du bateau. Mission accomplie. La baleine replonge et Andjar vérifie que la balise est bien collée à la mer. Cette dernière reste autour du bateau avant de reprendre tranquillement sa route. Ça enregistre toutes sortes de conversations entre le petit et la maman. Ça enregistre leur conversation? Ah bah oui. Je crois que c'est juste la position. Ah non, ça enregistre tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, profondeur, accéléromètre, position, tout. 3 dimensions. 3D. Et surtout, on saura que si c'est le petit qui émet tel son, après le petit, la maman répond tel son, et ainsi de suite. C'est vraiment du comportement entre les deux. Mais le son ne suffit pas. L'étude comportementale passe aussi par l'image. Pour ça, il y a Alex, un droniste bénévole, qui va donner aux scientifiques des images indispensables à l'étude comportementale du duo. Le travail de ces tamadas participe grandement à la sanctuarisation des eaux territoriales malgaches, où les baleines sont protégées de la pêche depuis 1979. Ainsi, leur population a augmenté de 10% et l'espèce n'est plus menacée. C'est aussi une manne touristique pour l'île, qui est devenue une des régions les plus prospères de Madagascar. Mais le sanctuaire est remis en question tous les ans par les chasseurs de baleines japonais et chinois, et cet équilibre demeure très fragile. Nous retournons sur la grande île où nous attend notre marche. Les zébus et Mario sont bien contents de nous voir. Nous reprenons la route nationale 5. Ouais. La routine de la progression se réinstalle. Les franchissements de bacs, la route en bord de mer et de nombreux témoins des changements écologiques. Un pied de coco, les pieds dans l'eau. C'est bien la preuve que la mer avance, s'élève, que la terre recule. Pas beaucoup, hein? Mais ici encore, il y a des témoins très nets. La plage était 5-10 mètres en avant, il y a 10 ans de ça. L'effet Sainte-Marie se prolonge et nous avançons dans une ambiance idyllique. Le tout ponctué de lieux de camps féeriques. Nous sommes au cœur de la saison chaude, ce qui veut dire que c'est bientôt Noël. Où est-ce qu'on va bien pouvoir fêter ça? La réponse arrive à Hanové. Aujourd'hui, on va rencontrer un Québécois qui s'appelle Jean-Yves Saint-Pierre et qui habite ici, là. Et moi, comme j'ai grandi au Canada, je sens que je vais reprendre l'accent, ça va être bien sympathique. C'est un Québécois du bout du monde, là. Jean-Yves Saint-Pierre est un ancien banquier arrivé ici il y a 22 ans. Il a consacré sa vie à offrir des microcrédits aux fermiers locaux afin d'aider au développement de l'agriculture. Nous sommes aux abords de la riche région vanilière du pays. Aujourd'hui à la retraite, il cultive à son tour la vanille et aménage en chambre d'hôte ce petit coin de paradis qu'il a construit presque entièrement de ses mains. Pour moi, c'est un lieu extraordinaire de repos,
le calme, tu peux admirer la mer, tu peux admirer la piscine naturelle qui fait tout son charme. C'est merveilleux. Ah, il y a des vibrations positives. Les incroyable. On n'a pas trop chaud, on est bien là. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Et il n'y a pas de Noël sans sapin. Qu'à cela ne tienne, nous coupons un fil à eau qui poussait dans les fondations d'un bungalow. La préparation de Noël peut commencer. Les enfants sont tellement joyeux de préparer cette fête que même les animaux trop mignons de la maison ne parviennent pas à les déconcentrer. Et voilà, c'est notre crèche sous les tropiques. Jean-Yves et Prisca ont préparé aux enfants un cadeau très particulier. Venez voir les enfants. Le Père Noël est passé. On apporte le cadeau à ma plus belle. C'est ton cadeau de Noël. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est? C'est Laïka. Merci, un petit chiot. Tu vois le Père Noël, il passe. Oh, merci. Alors, c'est pas le plus beau Noël de ta vie? Oh, si. En bon Père Noël, Jean-Yves a offert un de ses chiots. Et la surprise a été bien gardée. Maintenant, le Père Noël, il va s'en aller. Au revoir. Au revoir. Merci Père Noël. Grâce à vous, Madatrek s'enrichit encore d'un nouveau membre. Nous reprenons notre National 5. Nous savons que, comme pour Noël, la fête est finie. Car devant nous, il reste la partie la plus difficile de cette redoutable route. Bon, il y a des pierres, c'est sûr, mais on a vu pire. Hein. Ouais, mais c'est pas là le pire. Hein. Non, je sais, on y va piano là. On sait que les épreuves sont pires devant, mais là pour l'instant, ça passe. La route nationale, c'est comme un piège, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'est comme un jeu vidéo, on doit franchir les tableaux. Et c'est de plus en plus dur les tableaux. Il faut éviter game over. Quoi. C'est une de nos premières montées avec notre nouveau petit pensionnaire. Alexandre s'est mis en tête de remonter toutes les bandes qu'on trouve sur le bord du chemin qui sont écroulées par terre et tout ça. Et dès qu'on passe à côté, on les replante. C'est pas grand chose à faire, hein. Honnêtement, ça nous a pris exactement 5 minutes. Et ça vient à l'idée de personne. C'est drôle, hein. C'est quand même pas compliqué quand même. Merci. Et hop. Allez, des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, c'est un jour avec. Il y a comme dans l'air une sorte d'allégresse, de facilité et de félicité. On avance, tout marche, tout roule, tout baigne dans l'huile. La piste est moins dure que prévu, donc tout va bien. Madatrek roule. Je commence à entrer dans le vif du sujet de la route nationale 5. Ouais. Ça a l'air d'aller. Oh là là, là c'est la poule verte. Après la poule rouge, la poule là. Vas-y, avance. Mets la charrette dedans. Descends la charrette, tu vas voir.
Bon ben, ce matin, j'ai fait les frais d'un zébu. J'ai été chargé par zombie et ben, j'ai essayé de me défendre. Et je peux vous le dire, le crâne d'un zébu, c'est dur. Je me suis peut-être cassé le petit doigt. En tout cas, on s'apprête à affronter la partie la plus acrobatique de la piste. Et malheureusement, je vais être un petit peu hors jeu là. Car là, je peux plus rien faire. C'est pour de la roue. Oh là 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 là. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est Zan, Nazo. Voilà, ça commence bien. On vient de casser le joug de devant. Il va falloir le remplacer. Regarde, il y a un chantier avec une maison. On a cassé juste devant une maison où il y a plein de bois. Miss Haz. Merci Patrick. Hein. Ça fait ça quand ça passe. Hein. Merci. Ça fait ça. Eh ben, ça a l'air pas mal. Ouais. 9h30. On arrive à 8h. 1h30 de travail et c'est réglé. Et on est reparti. C'est ça le miracle de Madagascar où beaucoup de choses sont cassées, pas grand chose ne marche et pourtant on trouve la solution à tous les problèmes. Koreabe, Vaibe. Cool. Alors là, on met des pierres au fond pour faire en sorte que le différentiel ne soit pas trop important entre la roue gauche et la roue droite. On prend notre temps, on ne force pas. C'est bon, on peut aller. Allez, vas-y. Je tiens, ouais, ouais, tu tiens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon ben c'est à nous maintenant hein. Faut juste pas qu'on se renverse quoi. C'est un vrai problème hein. Hey. Là, attention là, ici ça peut basculer. Attends. Hop, ça. Attention, là ça va capoter là. Hey. Ça va. Bonne manœuvre. Là, on passe à côté du vide, il faut faire attention. Oh là là, à gauche. À gauche. Sinon vous allez chausser, voilà. Attention, Rebelle. Oh là là. Ok. Ciao. Combien de Malgaches auront poussé cette charrette? Beaucoup. Et auront aidé Madatrek. Et sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Bon, moi, je suis pas en très bon état, là. J'ai 38 de fièvre. J'ai ma main qui est cassée. Toujours enflée, avec le doigt qui se comporte bizarrement. Mais j'ai surtout une plaie à laine. Aïe! C'est sans doute un staphylo qui s'est mis dans une morsure de tique. Ça fait 6 jours que je suis sous amoxicilline et ça marche pas, la plaie s'est aggravée. Je change d'antibiotique, là, je passe sous cloxacilline, sodium, puisque j'ai les ganglions de laine qui sont très gonflés. Et j'espère que c'est pas une bactérie macrophage.
Il n'y a pas de médecin sur la RN5. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer pour nous tirer de ce pétrin. Non mais arrête de pousser. Ne pousse pas. Non. Ah là là. J'ai failli passer, non c'est bon, j'ai glissé mais c'est bon. Le pied n'est pas touché. C'est bon. Bon, ma plaie, ça s'arrange pas. C'est préoccupant cette affaire-là. Et ma main ne va pas mieux. Ah, chier. Ah. Viens de déchausser le bandage. Si Alexandre commence à donner des signes de faiblesse, la charrette est aussi éprouvée par la route. Ouais. Les pannes et la casse s'enchaînent sur la piste défoncée. Ah, qu'est-ce qui se passe, Aurel? C'est grave? Hier, l'axe était avancé et maintenant, il a reculé. Les bandages, l'axe, une à une, toutes les pièces maîtresses lâchent. Là, ça l'a palpé, ça n'a pas. Encore. Et voilà. Oui. Il nous reste un Xanadu. Je vois le bandage, il se fend en deux. Il est en train de se déchirer le bandage. Ah bon? Et voilà, bandage démonté. Mises à nu, les roues sont plus fragiles que jamais. La RN5 ne nous fait aucun cadeau. Je tiens, ça va. Ne bascule pas. Parce que moi aussi, c'est sûr. Vas-y. Montée, descente, cailloux, rien ne nous est épargné. Attention, attention, attention. C'est presque plus facile la montée que la descente. Non, 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 c'est pas plus facile. Ah si. Il n'y a pas les chocs. Il n'y a pas les chocs. Il n'y a pas le choc. Là, elle peut se disloquer la charrette. T'as vu les chocs? Putain, bravo. Sur la route, nous croisons plusieurs véhicules cassés malgré leur équipement renforcé. Tout le monde trinque sur la RN5. Eh ben oui, c'est une route qui tue les voitures les plus solides, qui tue les charrettes les plus solides et qui tue les bonnes volontés les plus chevillées au corps. Vous ne passerez pas 2 fois par ici? Non, ça risque pas. Nous ne prendrons cette route qu'une fois. Mais pour les riverains, ce rodéo est quotidien. La route a même son hymne, la chanson du groupe Les Robert. Mila Fanamboarana. On veut des travaux. Bon, sous la pluie, bah, ça continue. Hein. Ça glisse, ça rechigne, ça renacle. Tombloua. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Ouais. Il ne nous reste que 7 km pour rejoindre Mananar. Mais tout ce qui se fait de pire sur cette piste est réuni ici. Les cailloux, les ornières, la boue. Même les ébus arrivent à épuisement. La charrette aussi. On a une petite nouvelle. Les lames ressorts sont cassées des deux côtés. Ouais. La charrette est à plat. Et tout le monde souffre sur la RN5. C'est comme ça. Donc, il n'y a qu'un seul truc qui nous reste à casser maintenant, c'est les roues. Alors on ne casse pas les roues. Au départ d'Annové, les villageois étaient convaincus que nous ferions rapidement demi-tour.
mais nous avons réussi à rejoindre Mananar au prix de 80 km destructeurs. Alors malgré les apparences, nous sommes à Mananar. Que fait donc la commune? Une des villes les plus riches du pays, capitale de la girofle. Cette incurie me fait suer. Et moi là, avec la fièvre, je suis plus étanche. Je vais jamais transpirer comme ça là, il se passe un truc là. Ouais, depuis que l'œdème s'est résorbé, les os cassés se touchent. Et ça fait un mal de chien en fait. Nous pénétrons dans la ville sur les rotules, mais la tête haute. Nous avons gagné notre objectif, mais le tribut est cher payé. Nous n'avons pas le choix. Nous laissons Revel et la charrette. Retour à la case départ, par évacuation sanitaire, d'abord vers Tana, où ma fracture est confirmée. Oh punaise. J'apprends aussi que ma tique m'a transmis une rickettsiose. Je pars à La Réunion pour un bilan sanguin et une belle opération. Alors là, je suis en salle de réveil. Ça s'est super bien passé. La radio est nickel. Il y a une belle broche qui est à l'intérieur. Le tout assorti d'1 mois de convalescence obligatoire. Nous profitons de cette immobilisation forcée pour découvrir un homme exceptionnel. À Tana, la messe du Père Pedro est un événement incontournable. Tous les dimanches, dans une salle multisport aménagée en immense église, ces cérémonies pleines de danse, de couleurs et de ferveur peuvent réunir jusqu'à 10 000 personnes. Prêtre argentin d'origine slovène, Pedro Opeka est très influent sur l'île. Il est le fondateur de l'association Akamasu, qui recueille les plus démunis pour leur offrir éducation, travail et dignité. Une action solidaire qui accueille aujourd'hui 25 000 personnes. Un père bienfaiteur dont l'aura est incommensurable. Après l'office, nous retrouvons Père Pedro chez lui, où il accueille des enfants de la rue et des femmes dans le besoin, bien souvent des filles mères. Après la messe, l'Eucharistie, il y a une autre messe, la messe des pauvres, où les gens disent, bon, tu as bien parlé, maintenant aide-nous. Voilà, son enfant, il est malade, et sa grand-mère, il vient vendre ses canards pour pouvoir acheter les médicaments et soigner son enfant. Comment ne pas l'acheter? Comment ne pas l'acheter? Il est comme ça, Père Pedro. Pas d'aumône, mais toujours un geste en contrepartie d'un acte. Car ce centre où il accueille chaque année 500 âmes de plus n'est qu'une infime partie de l'ensemble de son action. Il y a 30 000 personnes qui passent par an. 30 000 personnes. Et vous avez 30 000 en permanence? Non, 25 000 en permanence. Plus 30 000 qui passent. Plus 30 000 qui passent. Car Akamasu n'est pas une simple association de lutte contre la pauvreté. C'est une véritable ville dans la ville. Un ensemble de 18 villages avec des maisons en briques, mais aussi des stades, des écoles, des dispensaires. Bâtis pour et par les plus grands déshérités de toute l'île. Oh, elles sont toutes colorées, les maisons, regarde. Elles ont des couleurs. Père Pedro nous embarque pour un tour de ces villages. Il nous raconte leur histoire. Le premier village d'Akamasu, c'est à 60 km de Tana, parce que les gens étaient déjà ici, mais je ne voulais pas faire une ville dans la ville. Je les ai dit, la ville vous a rejeté, il faut sortir de la ville. Si on veut vivre, on doit sortir, on doit faire un retour à la terre. Et tout le monde ne voulait pas. Et il y avait très peu de familles qui ont accepté d'y aller. Et c'est là où on a fait le premier village d'Akamasu. Après, ils m'ont dit, nous, vous allez nous oublier ici. J'ai dit, mais si vous voulez travailler, on va s'occuper de vous aussi. Mais à condition qu'on travaille, qu'on scolarise les enfants et qu'on accepte une discipline. Si vous acceptez ça, j'ai dit, on y va. Ils ont dit, on accepte. Et on a commencé. Et en 25 ans? 28 ans maintenant. 28 ans maintenant? Ouais. Vous avez construit combien de maisons? Plus de 3000. Plus de 3000. Wow. Une centaine d'écoles, des petits hôpitaux, des dispensaires, des routes, des ponts. Mais bon, c'est la vie. Quand vous commencez à construire une ville,
elle ne s'arrête jamais. Nous arrivons à Ambagnal, là où tout a commencé. Tout le monde dit bonjour. Hein. Ah ouais. Pas une personne qui dit pas. Hein. De tous les âges. Hein. En 1989, déjà missionnaire depuis 14 ans dans la brousse malgache, Père Pedro songe à quitter l'île quand il tombe sur cette immense décharge. Il y voit des enfants dans un dénuement total, arpenter pieds nus les montagnes de détritus pour récupérer le moindre objet susceptible d'être revendu dans la rue. Nous sommes ici au moins une dizaine de mètres au-dessus de la terre avec toutes ces ordures. C'est une grosse surface, il y a combien d'hectares de décharge? C'est énorme. À peu près 20 hectares. 20 hectares de décharge. Choqué par l'extrême pauvreté de cette population abandonnée, il décide de poser ses valises ici. L'école commence sous un arbre, quelques cabanes en bois remplacent les bidonvilles. Les travailleurs quittent la décharge et deviennent les maçons de leur propre maison. C'est leur nouveau métier. Puis le village s'agrandit et les constructions s'améliorent. Des rues pavées naissent, puis des égouts et l'eau courante. Le Père Pedro devient bâtisseur, entraînant avec lui une communauté qui ne cessera de grandir. Alors voilà, autrefois c'était tout comme ça ici, tout comme ça. Et bon, vous savez, on ne peut pas ne pas aider ces personnes-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Nous avons la même dignité. Pourquoi les uns doivent vivre dans des conditions si horribles, si inhumaines, et bien d'autres vivent dans un confort qui dépasse les normes, qui dépasse le bon sens, comprenez? Dépasse les bons sens. Moi, je vis avec eux depuis 47 ans. Je vois que la joie de vivre, ce n'est pas d'avoir plus, mais c'est d'être plus, mais avoir le nécessaire. Avoir le nécessaire. Le minimum. Le minimum, exactement. Le nécessaire. Et le fait de venir ici, c'est un devoir. C'est un devoir. On ne vient pas ici faire la charité. On vient ici parce que c'est un besoin, parce que si on est des humains, on ne peut pas les oublier, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas. Bon, Maëlys. Au-delà des prouesses matérielles, c'est ça la force de l'association. Aider sans assister et donner les moyens de recouvrer une dignité en offrant 3 choses simples mais essentielles. Un logement digne, un travail rémunéré et la scolarisation des enfants. En bientôt 30 ans, les premiers enfants d'Akamasou sont devenus médecins, professeurs, artisans et participent au rayonnement de la communauté auprès des élites. Mais surtout, il règne ici un calme, un respect et une bienveillance que nous n'avions jamais vus dans un quartier pauvre. Ici, chaque euro qu'on nous donne, il est dépensé pour les plus pauvres, pour chaque enfant. Ici, tout est partagé, tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre vie, aussi notre patience, aussi notre amour, notre santé, notre persévérance. Et chaque euro qu'on reçoit, eh bien, il est multiplié par 10 ici, par 10. Et quand les gens voient cela, ils veulent participer. Et nous aussi, nous décidons sur le champ d'organiser un financement participatif afin de réunir les 20 000 € nécessaires pour bâtir 4 maisons pour 4 familles arrivées le jour même. Et ici, bientôt, il y aura 4 logements. Grâce à vous, grâce à votre générosité. Mais l'association ne compte pas que sur les dons. Akamasou a creusé à côté du village une immense carrière d'où sont extraits les moellons de pierre qui alimentent toute la capitale. 700 personnes travaillent ici. Elle a été entièrement creusée à la main. C'est pas beau aussi? Regardez les murs qu'on a fait, regardez les murs. Et il faut continuer tout ça. Alors vous rémunérez les gens qui fabriquent les pavés? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, il y a des montagnes de pavés. Regardez comment ils s'amènent. Venez, on va sortir, regardez sur la tête là. C'est ça que je voudrais que vous voyez. En file indienne, les femmes sortent les pavés taillés la veille. Chaque pierre pèse une dizaine de kilos. C'est une tâche quotidienne ardue qui force l'admiration du Père Pedro. Ça, je dis, pour ces femmes-là, j'irai jusqu'au bout du monde demander justice. Parce qu'ils ont porté sur leur tête des milliers de tonnes. Parce que ça, c'est plus qu'un hectare. On dirait que c'est un météorite qui est tombé ici. Comme il le fait depuis 47 ans, Père Pedro se mêle aux travailleuses dans une ambiance bon enfant.
Un geste qui prend tout son sens pour cet homme qui ne conçoit pas la parole sans l'action. Sarah, voilà les hommes. Voilà les sauveurs. Bravo les femmes. Hein. Bravo. Hein. Merci. Merci. Vous avez quel âge, mon père, maintenant? Le vrai âge? Oui. Je ne sens pas l'âge. Quand vous travaillez avec le pauvre, je ne sens pas l'âge. Je sens toujours que j'ai la force, l'énergie. Mais en fait, j'ai 69 ans. 69. Parce que quand je m'évanouis, les gens me ramassent. Ça vous arrive de vous évanouir? Oui, moi je... Ah non, surtout les enfants, j'ai fait semblant quelquefois de m'évanouir. Ça les fait rire d'abord. Et après, bon, je sais que où je peux faire ça, où les gens vont me ramasser. Les gens vont m'empêcher de tomber. Et bon, ça fait rire, parce qu'il faut toujours provoquer le choix. Parce qu'il faut détendre, les gens sont fatigués, stressés, problèmes dans la famille, problèmes dans le travail. Alors il faut déstresser les gens. Et ici, eux, ils sont leurs propres patrons, on peut dire. Parce qu'ils entrent l'heure qu'ils veulent et ils sortent l'heure qu'ils veulent. Et ils viennent très tôt le matin, ils partent très tôt et très tard le soir. Et une fois ici même, il y a 2 mois, une dame me dit, mon père, mets la lumière. Je dis, où ça? Ici à la carrière. Pourquoi faire? Mais on va travailler aussi la nuit. Oh là là, je dis, écoutez, alors ça jamais, je dis jamais, parce que ce que vous faites toute la journée, ça suffit. Vous avez besoin aussi de vous reposer. Mais quel courage, quel courage. Et ce courage-là, il faut le supporter. Il faut le supporter. Maerifua yanarewa. Maerifua. Arabaina betsaka. Mia sabea. Andou chica ma che demandé. Nous reprenons notre tour de son œuvre immense. Ici, dans les lieux qui étaient les plus horribles, les plus douloureux, voilà que c'est ici où on retrouve la dignité et la culture de ce pays. On peut témoigner de la même chose nous-mêmes. Hein. On est très surpris en venant à Kamassou de voir ces sourires, cette joie, ce calme. C'est un des endroits les plus joyeux de Madagascar. Hein. Ben, je dis toujours, quand vous aimez la fraternité, quand vous aimez le respect, l'entraide, la joie de vivre, ben, vous récoltez la même chose. Hein. Ce qui est exceptionnel à Kamassou, ce sont les installations sportives. La plus belle pelouse du pays, offerte aux plus pauvres. Avant de rentrer au séminaire, le père Pedro se destinait à une carrière internationale de football dans l'équipe argentine. Et à 70 ans, il en a conservé le maillot et le talent. Ah, troisième, Pharaon. Dans ce climat de liesse, la réalité du pays se rappelle à nous. Mon père, c'est des jeunes recrues, là, ils viennent d'arriver? Ils viennent d'arriver? Ils sont jamais venus ici? Non. Voluan? Sambanero m'a dit Sambanero. Wow. Lui, un dit que ses parents sont déjà morts, l'autre dit qu'il en a, mais certainement, il y a beaucoup de violence dans la maison et ils s'en vont. Ils s'en vont dans la rue. Et ils vivent en bande? En bande. Mais maintenant, comme il y a beaucoup de leurs amis qui sont déjà venus ici, alors voilà, elles se disent entre eux, tiens, nos amis sont là et ils ne reviennent pas. Ça veut dire que ça doit être beau. Et allons-y. On va essayer de les recevoir et les convaincre de rester. Vous avez un dortoir pour les accueillir? Oui. Un endroit pour qu'ils se lavent? Oui.
aussi des dames qui vont les enseigner. Ils vont être intégrés à l'école. Ils vont être intégrés. Oui, ici, à partir de maintenant, ils n'auront plus peur parce que les gens vont ils vont les respecter. Et le respect, ça donne une vie, ça donne la joie de vivre. La joie de vivre. Et ici, dans nos villages, il y a cette joie de vivre. Et ça, c'est contagieux. Et ça, j'espère le contagier avec ça. Bon. 3 nouveaux recrues là pour l'humanité, pour l'humanité, non, pour l'humanité. Pour l'équipe générale. Ouais, ouais, ouais. Depuis sa création, Akamasu est venue en aide à 500 000 Malgaches et elle accueille de nouvelles familles tous les jours. En 2004, l'association a été déclarée d'utilité publique par l'État, mais les relations avec le pouvoir, quels qu'ils soient, sont tendues. Le titre de son dernier livre est « Indignez-vous ». Ma main est guérie et notre morale restaurée. Il est temps de repartir. Et je me dis que sans cette main cassée, nous n'aurions jamais rencontré cet homme incroyable. Tout est grâce. Touché par notre engagement auprès du Père Pedro, Patrick Séjudo, le fondateur de la compagnie Assistance Plus, nous affrète son plus bel avion pour retrouver notre charrette. Retour à Mananar et aux rigueurs de la brousse. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est petit rideau. Et là. Là, c'est une charrette de luxe, hein, les enfants. Ouais. La suite du parcours vers le nord est encore plus incertaine que la RN5. On nous dit qu'il n'y a même plus de piste. Dans ces conditions, notre retour est un véritable acte de foi.